Je suis sauvage, ubiquiste et en même temps discret et angoissant. Moi, le grand méchant loup qui dévore tout cru les enfants de nos contes imaginaires et qui donne des cauchemars aux mères grands. Je suis bel et bien de retour dans les montagnes françaises. Je génère autant de passion que de haine chez l'homme. D'une part, on m'accuse de décimer la grande faune sauvage et les troupeaux, et d'autre part, les amoureux de la nature se réjouissent de mon retour en France. Alors comment concilier, ou plutôt réconcilier hommes et loups, pour préserver les écosystèmes, sauvegarder l'activité pastorale, tout en me permettant de vivre paisiblement? Mon acceptation sociale ne doit-elle pas passer par une meilleure connaissance biologique de mon espèce et une gestion rigoureuse de mes semblables en privilégiant le temps et la réflexion? Le retour du loup en France, on ne peut que s'en féliciter. Comment ne pas s'en féliciter à une époque où on parle tous les jours d'espèces qui disparaissent? C'est de l'ordre de 2 à 4 toutes les heures. À une époque où on parle de toutes les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Non, c'est forcément formidable. Alors bien évidemment que cela ne se fait pas sans un certain nombre de problèmes, mais on ne peut que s'en féliciter, surtout quand on est, comme je le suis, un amoureux du sauvage et un amoureux des loups. Les gardes du parc du Mercantour suivent de très près mes déplacements dans ces massifs montagneux. Ils essaient même depuis peu de me capturer pour me suivre à distance grâce à un collier émetteur. Un système est habilement mis en place pour me piéger, sans me blesser. Cette opération a pour objectif l'étude et le rôle des loups dans les écosystèmes, dans le cadre d'un programme scientifique national. Quand il va mettre la patte sur la palette, ça va déclencher le piège, donc les 2 mâchoires vont se refermer sur la patte et le collet que vous voyez ici va monter au-dessus des 2 mâchoires. Donc il y aura tout un mouvement de fermeture et de projection du collet au-dessus de la patte. Donc il va être pris par le piège et le collet au-dessus de la patte, et quand il va sortir tout ça de la terre, ça va serrer le collet sur sa patte et en fait il va être pris par le collet. Le challenge, c'est de faire poser la patte d'un loup sur une surface comme ça, sur un territoire de 300 km². Donc c'est jamais gagné, hein. C'est pas facile. Nous sommes le seul endroit lié donc au protocole prédateur-proie où il y a des captures des loups. Alors je ne dis pas qu'un jour il ne va pas y en avoir ailleurs en France, mais pour l'instant on se contente de capturer des loups dans le Mercantour. D'ailleurs, je pense que c'était le site le plus approprié. Ce second individu a été capturé en mars 2010. Cette opération s'est déroulée en périphérie du parc national du Mercantour dans les Alpes-Maritimes par téléanesthésie depuis un hélicoptère. Avec le concours de 2 spécialistes suédois, l'animal, équipé d'un collier GPS, a été relâché sur le lieu même de sa capture. On va se servir de ces données pour en apprendre un peu plus sur le loup lui-même, hein.
Voilà, ça va nous apprendre déjà quel est son territoire. Les premiers résultats montrent un territoire assez vaste, hein, de 350 km² quand même. Des études scientifiques sont parallèlement menées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur mon territoire de chasse. Ils viennent capturer sous mon nez des ongulés, comme par exemple des chamois ou des cervidés. Cette équipe tente d'installer des colliers émetteurs sur mon gibier de prédilection en suivant un protocole très précis. Disons qu'on est sous tension, quoi, beaucoup en fait. Quand on arrive sur un piège, on ne sait pas ce que c'est. Et là, on a de la chance, il est 10 h du soir, quoi. En effet, le système d'alarme du piège peut se déclencher à n'importe quelle heure de la nuit et l'objectif est de se rendre sur les lieux le plus rapidement possible. Le but principal de cette opération est de les équiper d'un dispositif pour les pister à distance et ainsi retrouver les carcasses en cas de prédation. Ce programme a pour but de mieux comprendre quel est l'impact de la prédation du loup sur les populations d'ongulés sauvages, en l'occurrence sur 4 espèces qui forment la majorité de ces proies. Ce sont le chamois, le chevreuil, le mouflon et le cerf. Ces populations d'ongulés sauvages, ce que les décideurs souhaiteraient savoir, si les populations d'ongulés chassables, donc en l'occurrence chamois, mouflon, cerf et chevreuil, qui sont en présence de loups, peuvent continuer à être chassés et dans quelles conditions. C'est-à-dire adapter les plans de chasse quantitatifs et qualitatifs en fonction de la présence ou non du loup. Des mesures et des prélèvements sont également effectués sur l'animal capturé. Mais en fonction de sa taille, il n'est pas toujours possible de lui installer ce collier émetteur. Lui, il a 3 mois et demi là. Et la circonférence du cou, ça doit faire 30, ils finissent à 80. Le cerf, ça fait ça, quoi, la circonférence du cou. C'est ça un collier cerf. Hein. On lui met ça, il le perd en... Je sais pas, il le perd en... Si on lui un quart d'heure, voilà. Quoi. Si on lui met ça, vu qu'il n'a pas les bois cette année, ça passe par-dessus les oreilles et il se l'enlève, quoi. Allez, go. Yannick Léonard surveille la présence de mes congénères sur des sites bien précis, grâce à la technique des hurlements provoqués. Donc nous, l'objectif des opérations de hurlement provoqué, c'est donc de s'assurer qu'il y a eu réussite de leur production, qu'on a des adultes et qu'on a des jeunes dans la meute. Donc en fait, bon, la technique qu'on utilise, c'est évidemment d'aller sur des territoires où est présent une meute de loups. Et on va chercher à s'approcher de ce qu'on appelle, donc, de ce qu'on dénomme les sites de rendez-vous. Donc les sites de rendez-vous, c'est des secteurs sur le territoire de la meute, sur laquelle la meute va laisser les louveteaux en présence d'un adulte, bien souvent la mère, la nuit. Et le reste des animaux va partir en chasse donc, pour s'alimenter et revenir apporter en fin de chasse aux jeunes de l'alimentation, soit de la viande qu'ils vont transporter dans la gueule, soit carrément des aliments qu'ils vont régurgiter devant les jeunes. Donc en fait, le hurlement qu'on va pratiquer, nous, on cherche simplement à imiter un loup. Donc on va partir, en gros ça donne ça, on part d'une fréquence assez basse, on monte, on essaye de rester un peu stable et puis on diminue progressivement, on ne coupe pas brutalement. Donc je vais hurler à la fois dans ce sens-là et puis dans le sens-là à droite.
Vous l'avez entendu là? Après le premier hurlement, très très loin. Mais il y a eu une réponse. Hein. Moi je retiens un loup, un adulte, qui a répondu. Donc il est probablement parti après dans un autre vallon, mais effectivement, c'est une donnée intéressante. Voilà, on va se rentrer. En France, ma présence est mal acceptée. Pourtant, dans les temps les plus reculés, je n'étais pas si féroce pour l'homme. Et je n'ai jamais été leur adversaire. L'homme préhistorique, à partir de 400 000 ans, 500 000 ans, est véritablement un prédateur, qu'il opère donc une chasse, au même titre que le loup opère cette chasse. Mais à l'époque, la démographie est telle qu'il n'y a pas de compétition entre ces deux prédateurs dès lors que les proies sont suffisamment abondantes. Et donc pendant des milliers d'années, ils vont cohabiter. Ils vont cohabiter sans aucun problème. Peut-être que le problème de la cohabitation entre l'homme et le loup vient plutôt de la sédentarisation. Cette sédentarisation qui arrive il y a 10 000 ans, où l'homme devenant éleveur, agriculteur, mais surtout et également éleveur, va avoir en fait un stock de nourriture à portée immédiate de l'homme préhistorique pour les loups. On sait également qu'un certain nombre de dents et d'ossements ont été utilisés comme parures par les hommes préhistoriques. On a notamment les canines percées d'ours, les canines percées de renards, de blaireaux, etc. Quand on regarde les collections de canines percées, il y a parfois des canines percées de loups, mais elles sont rarement très abondantes. Donc finalement, ces deux prédateurs cohabitaient, mais il n'y avait pas de culte, de rite lié au loup. Encore une fois, on en revient plutôt à des relations entre le loup et l'homme qui sont différentes dès lors que l'homme se sédentarise et qu'il devient éleveur. Allez. Ah ben, de toute façon, on sait très bien que le loup, vu les systèmes comme ils nous disent chaque année de ne pas le tirer ou alors d'être attaqué au moins une fois, reconnu par le loup, avant de pouvoir avoir une autorisation préfectorale et de pouvoir se défendre, de réellement le tirer. Donc on est un peu dans un manège, quoi. Hein. Ils s'amusent de nous, quoi. C'est sûr que là j'en parle un peu plus calmement, mais imaginez-vous l'agriculteur, l'éleveur qui arrive le matin, qui voit son troupeau plein de sang, les bêtes déchirées, encore en vie. Comment voulez-vous garder votre calme? C'est pas possible, quoi. Vous travaillez toute l'année pour ça, pour produire un bel agneau, et à la sortie, vous voyez votre troupeau massacré comme ça, et on vous dit, mais de toute façon, c'est pas grave, on vous donne 2 ou 3 fois le prix pour la bête. Mais moi, c'est pas comme ça que je le vois, quoi. Et il y a un paquet d'agriculteurs qui sont dans le même cas que moi. La majorité des éleveurs, ce sont des gens responsables qui font leur métier par passion et par conviction, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment leurs animaux et qui essaient de les protéger et de les faire vivre dans les meilleures conditions. J'ai été un des premiers à dire que le loup était là et qu'il fallait vivre avec le loup. Bon, ça n'a pas toujours été bien interprété, notamment au niveau de la profession.
On m'a traité de pro-loup, tout ça. Mais je savais bien qu'aujourd'hui le loup il était protégé et que de toute manière, même si aujourd'hui on avait la volonté, et même une volonté politique, de l'éliminer, on aurait du mal. Ça serait très difficile. Le berger, c'est quand même un homme libre, voilà, qui agit avec son troupeau, mais librement. Et dans la montagne, il y a le berger, son troupeau, et il gère son espace en fonction donc, de la pousse de l'herbe, en fonction de la saison, en fonction de la sécheresse, en fonction de la pluie, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Je pense que si dès le début on nous avait donné le droit de tirer sur le loup, aujourd'hui il n'y aurait pas énormément de loups morts. Mais on aurait tiré et on aurait défendu notre troupeau. Parce que je prends souvent l'exemple d'un voleur qui rentre chez vous et qui vous pille à la maison. Si vous lui offrez le café, il va revenir. Si vous y mettez un peu du sel dans les fesses, il va dire ça c'est une maison où il ne faut plus y aller. Et il faudra qu'un jour on en vienne à ça, ou bien bon, il vaut mieux qu'on abandonne, quoi. Ce retour met en évidence le fait qu'on a une nature sauvage qui réhabilite, on va dire, l'Europe. Donc faire comprendre que ce n'est pas négatif. Alors c'est très difficile à faire comprendre aux éleveurs, donc je ne veux pas leur faire accepter parce qu'ils ont le droit de ne pas accepter et d'être contre, et je les comprends très bien dans leur travail quotidien, mais en revanche de se poser peut-être de bonnes questions en disant après tout l'homme n'est pas toujours décideur de ce qu'il doit vivre ou pas vivre. Et moi en tant que vétérinaire, c'est vrai que je m'articule entre ces deux mondes. Le monde de l'élevage et du pastoralisme, dont on a besoin, et le monde de la faune sauvage avec le Parc national du Marcantour et Alpha. Et pour moi, ce sont des valeurs réellement de développement durable, c'est-à-dire qu'il faut articuler de l'économie, du social et puis évidemment de l'écologie. Moi, j'ai déjà vu des loups de très près. En voiture, on voit des loups jusqu'à 1 mètre. Dernièrement, les hivers derniers, on les voyait dans les champs derrière. Là, ils passaient à côté du village. C'est vrai que l'arrivée du loup nous a obligés à faire un suivi beaucoup plus poussé des populations et donc à engendrer des baisses d'attribution plan de chasse. Et je sais que l'hiver, lorsque les animaux sont dans on appelle ça des zones d'hivernage, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup réduites, ils ne prélèvent pas plus d'individus malades que d'individus normaux. Les carcasses qu'on trouve, c'est des belles bêtes en bonne santé et tout. On peut dire, pour résumer, que le loup est un concurrent de la chasse. Effectivement, parce que ce que nous avons pu observer depuis l'arrivée du loup, c'est qu'en fait, le loup, lui, il ne s'adapte pas aux populations. En fait, lui, il se développe tant qu'il peut se développer, alors que nous sommes obligés de nous adapter aux populations présentes et donc à l'impact qu'a le loup sur les populations présentes. Voilà. Donc, on peut dire que le loup est un concurrent de la chasse. Et pour nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, on a demandé l'éradication du loup, tout ça, mais bon, il faut quand même avoir la tête sur les épaules. Le loup est une espèce protégée, il a le droit de vivre comme tout le monde, bon, il a sa place. Nous, ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est une régulation raisonnée du loup. C'est vraisemblablement ce qu'il faut peut-être faire dans certaines zones de France. Je ne dis pas que ça doit se faire partout, mais il y a, par exemple ici, moi, c'est quelque chose que je connais très bien ici, il y a une régulation qui est faite sur les populations de grands gibiers, de sangliers, qui sont des véritables nuisibles pour l'agriculteur que je suis ici, vis-à-vis des cerfs et des chevreuils. Et tout ça se passe en parfaite harmonie, si je puis dire, parce que les populations sont à leur maximum. Donc il faut maintenir les populations de loups, non pas à leur maximum, mais
à un niveau qui soit encore une fois compatible avec ce que subissent les bergers et puis peut-être, pourquoi pas, prendre en compte aussi les chasseurs. Pour mieux comprendre les problématiques de mon retour en France et pour m'observer dans de bonnes conditions, le centre Alpha a été créé dans le parc du Mercantour. Donc j'ai pensé que dans un endroit où le loup était revenu, il y avait la place pour expliquer son retour et pour travailler sur la relation entre le prédateur et l'éleveur. De là est venue notre idée du parc Alpha. Ces Cénovisions nous racontent l'histoire d'une famille au travers de 3 personnages qui sont donc l'éleveur de moutons, Auguste, qui sont Jean, son fils, qui est éthologue, donc qui est un scientifique qui étudie les loups, et Bastien, le lieutenant de louveterie, qui est garde-chasse. Il est évident que ces personnes ont une vision et une approche du loup qui est totalement différente, c'est-à-dire que tous les discours ont été vus et approuvés par tout le monde, que ce soit des éleveurs, que ce soit le parc du Mercantour, que ce soit des scientifiques concernant le loup. Ce qui fait qu'il représente une vision assez juste de toute la problématique du loup et de son mythe. C'est ici, à l'alpage, dans la montagne, que je passe plusieurs mois de l'année avec les bêtes, dans ma cabane. C'est très complexe et difficile à gérer en captivité parce qu'il y a une hiérarchie dans la meute, mais elle est compliquée, elle est dynamique et il peut y avoir des conflits dès qu'il y a des tensions, il y a un souffre-douleur qui va en souffrir. Donc c'est des choses qu'il faut gérer vis-à-vis du bien-être animal et des impératifs qu'on a en captivité, puis vis-à-vis du public aussi qui peut ne pas comprendre pourquoi il y a un individu qui est mis à l'écart, etc. Alors Alpha a pris toute sa place, bien sûr, dans l'économie touristique de ma commune, de la vallée de la Vésubie, voire même dans le département. Nous sommes aujourd'hui à 55 000 visiteurs payants par an, ce qui représente à peu près le chiffre d'affaires de la station de ski d'à côté de la Colmiane. Par exemple, l'hiver, c'est la période où les loups sont les plus beaux. Ils ont le poil d'hiver. Et là, c'est vraiment la saison des connaisseurs. Et on peut aller sur les traces du loup, à pas de loup, en raquette, dans le vallon de Molière, là où on a observé les premiers loups, et on voit les traces. Et puis, les loups que vous pouvez observer sur Alpha sont de la même sous-espèce que ceux qui sont en liberté. Et à côté, et souvent le soir, nous entendons la meute des loups qui sont dans les enclos hurler, mais la meute des loups qui sont en liberté leur répondre. C'est une réelle émotion. Il faut savoir que le loup est présent de partout en Europe, de la Russie à la Suède, en passant par la Suisse jusqu'à l'Italie. Le loup est le symbole de la cohabitation. Je suis donc de souche italienne et réside en grand nombre dans le parc national des Abruzzes. Ma présence dans ce pays semble être bien acceptée par les hommes. Ce parc a été créé en 1922. Sa surface est d'environ 100 000 hectares. Il est réputé pour la biodiversité de sa faune et de sa flore. J'y demeure désormais protégé et vis en harmonie avec les habitants de cette région. Il lupo in Italia è sempre stato presente. En Italie, le loup a toujours été là, alors qu'en France, il est revenu. Et c'est la même chose avec l'ours. C'est plus facile d'accepter la présence d'un animal qui a toujours fait partie de ton esprit, de ton environnement, de ta culture, que d'accepter son retour.
Le loup a été continuellement tué en Italie en tant qu'espèce nocive jusqu'au début des années 70. C'est seulement dans les années 70, avec l'expérience de la création du parc national des Abruzzes, que le loup devient une espèce protégée. À l'époque, en Italie, il n'y avait pas plus de 100 loups. Aujourd'hui, on peut penser qu'en Italie, il y a environ 1000 loups. Cette population de 1000 loups s'est répandue sur tout l'arc apennin, mais aussi dans les Alpes, et les plus importants sites sont certainement ceux situés dans les Abruzzes, en Calabre et dans les forêts du nord des Apennins. Le loup est donc devenu en quelque sorte un produit touristique, si l'on peut dire ainsi. Pour faire comprendre cela à la population, il a fallu mettre en œuvre une série d'actions ponctuelles et continues dans le temps en termes d'information et de communication. Aujourd'hui, le loup est accepté, même s'il y a des catégories sociales, comme en particulier les éleveurs, qui subissent des attaques de loups. Et donc l'action du parc auprès de cette profession est importante en termes d'indemnisation des dégâts, en termes de paiement de dommages subis, mais aussi en termes de valorisation, disons, de leurs produits du terroir, de manière à les inciter à s'intégrer au projet du parc, afin qu'ils acceptent les dommages que le loup peut infliger de temps en temps au territoire et à leur élevage. Le loup a tué récemment 6 brebis. C'était pendant une journée pluvieuse, il y avait beaucoup de brouillard. Le loup, qui est très intelligent, a réussi à distraire les chiens, parce que lorsqu'il pleut, les chiens le sentent beaucoup moins facilement, et en l'espace de 5 minutes, il a tué ces 6 brebis. Diciamo, dobbiamo avere come, non d'accordo, però stiamo sullo stesso territorio, quindi se io... Disons que nous devons avoir une sorte d'accord avec le loup. Nous sommes sur le même territoire, et donc si moi je subis un dommage, et je n'en subis pas tous les jours, seulement 1 ou 2 par an, c'est pas si grave, les anciens, eux, pensent différemment. Mais il en reste peu encore en vie aujourd'hui, vraiment peu. Abbiamo degli ottimi cani. On a donc des chiens qui nous protègent des attaques des loups, et ces chiens sont des bergers des Abruzzes que vous pouvez voir ici. Eux, ils se trouvent aussi bien à l'intérieur du troupeau de brebis qu'à l'extérieur. Une partie travaille donc à l'intérieur, au centre du troupeau, et l'autre à l'extérieur. De manière à ce que, en présence de prédateurs, loups, lynx, ours, ils partent aussitôt les éloigner. Loups et ours ont été présents toute cette année. Uscito e c'era una bufera di neve, era a -8 di temperatura. Quand je suis sorti, il y avait des rafales de neige et il faisait -8 degrés. Et il y avait un loup qui était en train de manger une carcasse de cerf. J'ai eu peur parce que je pensais que c'était mon chien et je me suis approché et j'ai bien vu que c'était un cerf. Alors j'ai juste eu le temps d'attraper mon caméscope et il s'est enfui. Era un lupo solo, però ho visto che era impaurito, ma dal branco, era un lupo sottomesso, aveva la coda in mezzo alle gambe. Et puis il y avait un autre loup qui semblait apeuré, il avait la queue entre les pattes et j'ai donc essayé de m'approcher sans le déranger en restant à distance. Ce loup est alors parti
Et je me suis retourné, et il y en avait un autre, en train de manger les restes de cette carcasse. Le lendemain soir, à la nuit tombante, il y en avait bien une dizaine. Il y avait toute une meute. C'était un spectacle magnifique, et j'ai compris que dans ce secteur, à cet endroit précis, il y en a constamment, parce que je les entends la nuit lorsqu'ils hurlent. Aujourd'hui, malheureusement, il est difficile d'observer des loups, des ours et d'autres animaux sauvages. Bien entendu, les loups, je les adore. Pourtant, c'est un risque pour mes chevaux. Et j'en suis conscient, dans le sens où je sais qu'un jour ou l'autre, une attaque peut arriver. Mais j'aime tellement ces animaux que, sincèrement, je ne suis pas inquiet. À moins qu'un jour, ils me causent de gros dégâts. De toute façon, je surveille. Même si le descendant du dernier chasseur de loups des Abruzzes raconte comment les hommes se défendaient contre mes congénères, je sais qu'aujourd'hui je suis pour lui un bon sujet pour écrire souvenirs et anecdotes. Il bastone dei pastori, qua sopra è rotondo. Le bâton des bergers en haut est habituellement arrondi, alors que celui-ci est pointu. Pourquoi est-il pointu? Parce que les chasseurs de loups les tuaient la nuit, et quand ils n'étaient pas sûrs que le loup était mort, ils lui donnaient un dernier coup dans l'estomac, et ils le frappaient, ici. Il lupo reagiva, allora sparavano ancora, invece se il lupo restava immobile. Si le loup réagissait, alors ils tiraient dessus de nouveau, et si le loup était immobile, alors ils étaient sûrs de l'avoir tué. Ça, c'est donc le bâton du chasseur de loups. Il est donc très différent du bâton des bergers. Et l'art de mon grand-père, dernier lieutenant de louveterie des Abruzzes, c'était d'appeler les loups par l'intermédiaire de sa chaussure percée. Je suis surveillé de très près par les scientifiques italiens qui ont constaté mon extension au-delà des frontières. Le loup est désormais présent en France et nous savons que cette présence du loup en France est due à la reproduction des populations des loups italiens. De là à imaginer qu'un loup parte des Abruzzes et arrive en France, c'est peu probable, mais au fur et à mesure, en se reproduisant, il peut y arriver. Ceci est aujourd'hui attesté par les analyses génétiques faites sur les loups français dans le parc de Mercantour. Disons que biologiquement, il peut s'étendre plus loin, dans le sens où c'est vraiment dans la nature du loup de conquérir de nouveaux territoires, parce que les louveteaux, une fois qu'ils ont grandi, essayent de quitter leur meute native pour former leur propre groupe. Mais leur réelle prolifération dépend en fait de ce qui sera réalisé en termes de conservation et de gestion dans les différents pays. Il est donc difficile de prévoir ce qui peut se passer. Cela dépend aussi à un niveau plus élevé des décideurs politiques et qui ne concerne donc pas uniquement la capacité du loup à conquérir de nouveaux territoires. L'Espagne est également un excellent endroit pour m'observer. Le tourisme y est très développé, particulièrement dans la Sierra de la Culebra. J'y suis contemplé par les naturalistes du monde entier,
même si cette région est constituée principalement d'une réserve de chasse. Il est possible de m'y chasser à l'intérieur par un système de mise aux enchères. Mon trophée peut être vendu jusqu'à 10 000 € et cette somme est reversée au village pour financer les équipements collectifs. Hay que remarcar que es un espacio dedicado exclusivamente a la caza. Il faut noter qu'il s'agit ici d'un espace consacré à la chasse exclusivement. Sea la especie, el animal que está en la cumbre de la pirámide de los depredadores y de todos los animales que se mueven. Et le fait que le loup soit l'espèce, l'animal au sommet de la pyramide des prédateurs et de tous les animaux qui y vivent, le rend peut-être plus intéressant. Probablement parce que c'est l'endroit qui compte le plus de loups de toute l'Espagne, et sans doute aussi de toute l'Europe. En tout cas, en ce qui concerne cette sous-espèce de loup, dite Canis lupus ignatus. Y el hecho de que se cace significa un recurso estupendo, un aporte de dinero. Le fait de le chasser devient une ressource extraordinaire. Un apport d'argent pour la région, aujourd'hui indispensable. Aucune autre activité n'est rentable. Nous sommes dans une zone très pauvre, abandonnée. On pourrait presque dire que c'est l'homme qu'il faut protéger dans ces contrées, car il n'existe presque plus. Même si j'y suis chassé régulièrement, c'est une région très intéressante pour les naturalistes. Jean-Marc Landry, d'ailleurs, y observe mes déplacements depuis des années. Nous sommes sur la zone que nous appelons la Pista de Linares. Linares, c'est le village qui se trouve là-bas. Et c'est une zone de grande plaine, ce qu'on appelle le matoral, en gros, avec des bosquets où les loups peuvent se cacher avec des rochers. Les loups qui se déplacent dans la région ici vont toujours essayer de chercher de faire des économies d'énergie, donc ils vont suivre tous les chemins et surtout les coupe-feux. Les coupe-feux sont ces grands voies, on va dire ces grands chemins que les forestiers ont créés entre deux massifs forestiers pour éviter que le feu se propage en cas d'incendie. Et les loups aiment bien circuler là-dessus. Je vais aller sur le terrain chercher des traces pendant la journée. Bien sûr, il faut que le terrain soit pas gelé, donc en hiver c'est plus difficile. Mais au mois de septembre, les terrains sont un petit peu limoneux, sablonneux. Donc les traces se marquent très bien. Et je vais chercher des endroits où il y a beaucoup de passages et où il y a des marquages. Donc là, nous avons trouvé une grotte de marquage qui était très fraîche. Je le sais parce que je passe tous les jours au même endroit et je sais si le loup a marqué ou pas à ce moment-là. Nous avons posé un appareil de photo à déclenchement automatique. C'est un déclenchement infrarouge. Et quand le loup passe de nuit, il y a une photo qui se crée. Et puis on a eu beaucoup de chance puisque on a vu en fait un loup qui est passé. Ça me permet de savoir où passent les loups. Une fois que j'ai découvert vraiment ce que moi j'aime bien appeler des entrées et des sorties sur les zones de sites de rendez-vous, je vais me placer à cet endroit-là et puis faire les affûts à cet endroit-là. Toujours à distance. L'idée de l'affût, c'est d'arriver sur la zone et de repartir de la zone sans perturber la faune en règle générale. Pour les éleveurs espagnols, le fait qu'on indemnise uniquement les dégâts que j'occasionne lors d'attaques dans la réserve de chasse est illogique. El último ataque de lobo
La dernière attaque du loup, c'était en août, dans la réserve. C'est toujours la même histoire. Dans la réserve, le gouvernement de la région paye. En dehors de la réserve, si t'as pas d'assurance, pas d'indemnisation. J'ai donc été obligé de prendre une assurance personnelle pour être indemnisé à l'extérieur de la réserve. Mais c'est une assurance que je prends à titre personnel, tandis que l'autre assurance, ce sont les caisses Caja de España et Caja Rural qui font une assurance gratuite à l'intérieur de la réserve. Et là, on est donc indemnisé. Maintenant, on est rapidement indemnisé. Avant, il mettait 1 an pour rembourser. Aujourd'hui, quand le loup tue une brebis dans la réserve, on touche l'indemnisation dans le mois ou dans les 15 jours suivants. Avant, ce n'était pas le cas. Il fallait au moins 2 années. Là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Moi, des attaques, j'en ai eu 2. La première, c'était lorsqu'une brebis venait de mettre bas. Et l'autre, lors d'un moment d'inattention, dans les broussailles, une brebis a disparu. Il en manquait donc une. 2 jours après, je suis revenu et j'ai vu les restes de l'animal. Je l'ai signalé et j'ai été indemnisé. Ven, toma. Ven, Toto, ven. Ven, Navarro, ven, ven, ven. Ven aquí, ven, toma. Ven, ven. Todas las administraciones, todos los políticos defienden al lobo por delante del... Toutes les administrations, tous les hommes politiques prennent la défense du loup plutôt que celle des éleveurs. Pourquoi? Parce que de nos jours, partout dans le monde, être écologiste, protéger l'environnement, c'est à la mode. Et le poids politique des éleveurs est de plus en plus réduit. Nous ne comptons pas. Pourtant, l'écologiste vit dans les grandes villes. Il est urbain. Et l'impact d'une image à la télé, d'un loup mort, est si forte que tout le monde veut protéger le loup. Mais s'il s'agit de 80 brebis mortes, là, ils trouvent tous ça normal. L'homme politique regarde quoi? Les voix. Où sont les voix? Dans les grandes villes. Les zones rurales, si on vote, c'est bien. Et si on vote pas, c'est pareil. C'est ça le premier problème, car nous n'avons pas de structure pour nous défendre. Aucun parti politique ne dira publiquement que les éleveurs ont raison. Ils nous le diront peut-être, à mots couverts, mettront en place quelques programmes, histoire de nous contenter. Mais ils ne se décideront jamais à régler le problème à la base. Je viens à la Sierra de la Culebra depuis 17 ans, parce que c'est une région qui m'intéresse beaucoup, parce que le loup a toujours existé, il n'a jamais disparu, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les gens cohabitent. Donc je vais voir des éleveurs, je vais voir comment ils travaillent, je discute avec eux, je vais voir en fait aussi les chasseurs, parce qu'ici il y a une chasse au loup, donc savoir pourquoi ils tirent, comment ils sélectionnent les loups, quelle est l'influence d'un tir sur la meute. Et puis de discuter au niveau touristique, parce qu'il y a un tourisme qui est en train de se développer, puis essayer de comprendre un peu quel est l'impact de ce tourisme. Et je pense que pour nous qui venons de Suisse ou de France, qui avons moins d'expérience, je pense que l'Espagne, c'est un pays qui est excellent pour ça. Donc parfois on est un peu critique, parce que la chasse au loup, on se dit pourquoi faire une chasse au loup, mais n'empêche que les Espagnols ont réussi à conserver une population de loups, qui est estimée à environ 2000 individus. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre et qu'on doit être humble par rapport à ça. En France, pour éviter que je n'attaque les troupeaux, les bergers ont désormais renoué avec des rites ancestraux, comme celui de parquer les animaux la nuit et d'utiliser des chiens de protection, les patous.
Jean-Marc Landry les teste régulièrement pour évaluer leur capacité à protéger les troupeaux et en même temps à être tolérants à l'homme. Contrairement à d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie, où les chiens ont toujours existé, ils ont toujours travaillé en groupe avec des bergers, où la tradition a toujours existé. Donc ici, il y a vraiment ce travail qui doit être fait, d'accompagner les éleveurs, de leur expliquer comment ça fonctionne. Et nous qui travaillons avec les éleveurs, on apprend beaucoup aussi. C'est une question de partage. J'ai pris des chiens de protection pour uniquement, au début, c'était pour les attaques de chiens errants. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre un patou. Et puis après, l'arrivée du loup aussi, et puis pour les deux. Cette année, j'ai eu une tentative d'attaque le 17 juillet, dans la nuit. Et là, ça a commencé à 11 h du soir, c'était vraiment sévère comme aboiement, tout ça. Puis ça tournait beaucoup de droite, de gauche, les moutons bougeaient beaucoup. Et ça s'est calmé un petit peu. À minuit et demi, ça a recommencé. Là, je me suis levé, j'ai crié. J'avais deux patous qui étaient en dessous du parc et j'en avais un qui était en dessus. Ils étaient carrément séparés et puis ils étaient vraiment excités. Ils revenaient vers les moutons, ils les rassemblaient. Et puis bon, et ça s'est calmé parce que j'ai fait du bruit. À 3 h du matin, ça a recommencé et c'était encore très dur. J'ai pris ma lampe torche, j'ai un peu fait passer le faisceau à gauche du troupeau, tout ça. Et j'ai fixé dans le faisceau, il y avait des yeux. Sur le coup, je ne savais pas si c'était les patous ou pas. Alors j'ai pu bouger, puis quand il s'est déplacé, j'ai bien observé que c'était un loup. Il a bien coulé de l'autre côté. Et les chiens, on voit qu'ils ont un comportement souvent de dissuasion. C'est d'intervenir, d'interrompre les comportements du loup et de faire fuir le loup. Mais le chien de protection n'est pas un chien qui va aller se battre contre le loup. Et comme le chien est tout le temps avec le troupeau et qu'il a les mêmes armes que le loup, c'est-à-dire qu'il a une très bonne ouïe, un très bon physique, c'est la meilleure solution aujourd'hui, ou le meilleur outil qu'on peut utiliser pour la protection du troupeau. Il y a le retour du loup ici depuis quelques années, surtout dans la vallée du Jabron, de l'autre côté, où il y a eu plusieurs attaques et pas mal de brebis tuées. Donc c'est pour ça qu'on a préféré prendre les devants et de mettre en place un chien de protection avant d'avoir des problèmes, quoi. Il faut dire qu'il y a une réalité économique, quoi. Je veux dire, si demain il y a une meute de loups qui se met sur mon troupeau de chèvres et qui en décime la moitié, je ne sais pas comment on va passer la saison, quoi, hein. Le problème est là surtout. Il est important de faire comprendre, je pense, au pastoralisme, à l'éleveur, que le chien était vraiment un outil le meilleur qui soit pour la protection des troupeaux. Mais ça pose beaucoup de problèmes. La première chose, c'est que beaucoup d'éleveurs ont l'impression que d'accepter le chien de protection de protéger leur troupeau, c'est d'accepter le loup à quelque part. Et pour eux, c'est quelque chose Sans frontières, symbole de liberté et aussi peut-être un jour d'une réconciliation entre les hommes et la vie sauvage sur les derniers territoires sauvages d'Europe.